Rejetée par sa belle-mère après la mort de son mari, Sata a tout perdu sauf une lettre d'amour et un testament. Humiliée, elle a choisi de se relever seule, sans jamais toucher à ce qu'on lui avait légué. Des années plus tard, elle est revenue, droite, digne, et a repris ce qui lui revenait. Mais au lieu de se venger, elle a transformé la maison du mépris en refuge pour celle qu'on rejette. Sata n'a pas hérité d'une fortune, elle a hérité du courage de pardonner, et d'aimer plus grand que la haine. La nuit de noces sous l'orage. La pluie tombait drue, tambourinant contre les volets de la petite chambre nuptiale. Sata, encore vêtue de sa robe de mariée, était assise au chevet de Sédou. Il respirait difficilement, sa main tremblante glissait dans la sienne. Dehors, l'orage grondait comme un présage funeste. Sédou tourna lentement la tête vers elle. Ses yeux, fatigués par la maladie, brillaient pourtant d'un éclat profond. « Sata, mon amour » murmura-t-il, la voix éraillée. Elle posa un doigt sur ses lèvres. « Chut, ne parle pas. Repose-toi. » Mais Sédou secoua faiblement la tête. Il se redressa, pris d'une quinte de toux qui fit trembler son corps maigre. Sata attrapa un verre d'eau, l'aida à boire une gorgée. Il repoussa le verre. « J'ai quelque chose à te confier, » dit-il entre deux souffles. « Parle demain, ça ira mieux. » « Non, maintenant. » Il tendit la main vers le tiroir de la table de chevet. Sata l'ouvrit et trouva une petite enveloppe déjà jaunie, un stylo et une feuille pliée. Elle comprit qu'il avait tout préparé. Sédou posa la feuille sur ses genoux, ses doigts raidis tenant le stylo. Il griffonna son nom, signe tremblant mais lisible. Puis il releva la tête vers elle. « C'est mon dernier cadeau. Je ne veux pas que tu souffres. Après moi, ils te rejetteront, Sata. Ils diront que tu n'étais rien. Mais tu es tout. » Sata sentit ses larmes couler malgré elle. Elle posa sa main sur la sienne, essayant de lui donner un peu de force. « Pourquoi dis-tu ça? Madame Diatta t'aime » Sédou émit un faible rire amer, un rictus douloureux. « Ma mère, elle ne connaît pas l'amour. Elle ne connaît que la fierté. » Un coup de tonnerre fit sursauter Sata. Le vent s'infiltra par une fenêtre mal fermée, soulevant le rideau blanc qui frôla la main de Sédou. « Tu dois promettre » articula-t-il, le souffle de plus en plus court. « Promettre quoi » demanda-t-elle, la voix brisée. « Promets-moi de ne jamais, jamais baisser la tête. Que quoi qu'il arrive, tu vivras pour toi, et que tu pardonneras. Pardonner ne veut pas dire oublier. » Sata hocha la tête, ses larmes tombant sur l'oreiller. Elle se pencha pour poser ses lèvres sur son front brûlant de fièvre. Sédou ferma les yeux, l'enveloppe serrée contre son cœur. « Mets-la sous mon oreiller, elle est pour toi, personne ne doit la trouver. » La jeune femme glissa l'enveloppe sous la taie, puis resta là, assise, le visage posé sur la poitrine de son mari. La pluie continuait de battre les carreaux comme un cœur de tambour funéraire. Et dans la nuit, Sata priait, la peur accrochée à son âme, mais une étincelle de force naissait dans ses veines. Le dernier soupir. L'aube s'est levée, timide, presque honteuse de venir chasser l'obscurité d'une nuit si lourde. Dans la petite chambre, tout est silencieux, sauf le souffle irrégulier de Sédou qui s'accroche à la vie comme à un fil effiloché. Sata est restée éveillée toute la nuit. Ses paupières sont gonflées, ses doigts toujours entrelacés avec ceux de son mari. Elle guette le moindre signe d'un miracle. Mais ses prières se perdent dans la lumière pâle du matin. Sédou entr'ouvre les yeux. Il fixe Sata, ses lèvres desséchées esquissent un sourire. « Pardonne-moi, de partir si vite. » Sata secoue la tête, le regard embué. « Chut, ne parle pas, mon amour. Économise tes forces. » Il n'y a plus de force à économiser. Un souffle, à peine à rire. « Tu m'as rendu plus fort, que jamais. Même maintenant. » Il serre faiblement ses doigts. Sata pose sa tête sur sa main, ferme les yeux. Elle entend ces mots, presque portés par le vent. « Je t'aime, Sata. Vis. » Puis, plus rien. Un oiseau chante sur l'arbre derrière la fenêtre, inconscient du drame qui se joue. Sata sent la main de Sédou devenir lourde. Elle la caresse, espérant qu'il ouvre encore les yeux. Mais la mort est passée, silencieuse, cruelle, implacable. Elle se penche, pose ses lèvres sur son front glacé. « Dors en paix, mon roi » murmure-t-elle. C'est à ce moment précis qu'elle entend la porte claquer. Madame Diatta entre, vêtue d'un grand boubou de deuil, noir comme la nuit qu'elle vient de traverser. Elle pose d'abord les yeux sur le corps de son fils, pousse un cri perçant, presque théâtral, qui résonne dans la petite maison. « Sédou. Mon Sédou. Pourquoi m'as-tu laissé seule ?» Elle se jette à genoux, prend la tête de son fils contre sa poitrine, repoussant Sata d'un geste sec. Sata recule, le cœur battant, encore trempé de larmes. Madame Diatta la fusille du regard, entre deux sanglots bruyants. « Qu'est-ce que tu as fait à mon fils ?» Sata baisse les yeux, tente de répondre, mais sa gorge est sèche. Elle remarque alors, horreur, que l'enveloppe dépasse légèrement dessous l'oreiller.
Son cœur manque un battement. Elle tend la main discrètement, mais Madame Diatta l'aperçoit. Elle plisse les yeux, renifle bruyamment. Qu'est-ce que c'est? Montre-moi ça. Sata attrape l'oreiller, glisse la lettre sous sa manche. Elle relève le menton, pour la première fois avec un soupçon de force. Ce n'est rien, juste une lettre de Sédou pour moi. Madame Diatta claque la langue. Pour toi? Pour toi? Mon fils ne t'a rien laissé, tu n'es rien. Elle crache presque ses mots. Ses sanglots se transforment en murmures venimeux. Tu vas voir, petite sangsue, tu vas voir ce que je vais faire de toi. Sata se recule, sent la peur grandir, mais dans sa poche, la chaleur de l'enveloppe contre sa peau lui donne une étrange certitude. Sédou veille encore. L'humiliation. Le village tout entier s'est rassemblé dans la cour familiale, sous l'auvent de tôle rouillée qui laisse passer des gouttes de pluie comme autant de larmes du ciel. Les tantes, oncles et voisins chuchotent, murmurent sur Sata qui se tient droite, seule, face à Madame Diatta assise sur une natte, l'air aussi impitoyable qu'un juge. Une vieille cousine s'approche discrètement de Sata, pose une main sur son bras. Courage, ma fille. Que Dieu te protège. Mais aussitôt Madame Diatta la fusille du regard et la femme s'éloigne, tête basse. Sata garde la tête haute, l'enveloppe soigneusement cachée sous sa ceinture, sous sa robe de deuil encore humide. Madame Diatta tape dans ses mains. Silence, crie-t-elle d'une voix sèche. Elle désigne Sata du doigt, comme une pestiférée. Vous voyez cette fille? C'est une voleuse de destin. Mon fils était un homme fort avant qu'elle ne vienne lui coller ses malheurs. Elle l'a vidé de sa vie, et de son argent. Un murmure d'indignation parcourt l'assemblée. Quelques têtes hochent, d'autres baissent les yeux, gênées. Sata serre les poings, le visage tremblant. Elle tente de répondre, sa voix est fragile mais ferme. Sédou était malade bien avant que je n'entre dans sa vie. Je l'ai aimé. Jusqu'au bout. Madame Diatta éclate de rire, un rire cruel, sans joie. Aimé? Toi? Une orpheline sans nom, sans famille? Tu es une sangsue. Elle se lève d'un bond. Derrière elle, ses neveux ouvrent la chambre. Ils en sortent une vieille valise en cuir. Madame Diatta attrape les quelques boubous de Sata, les jette dedans sans ménagement. Elle secoue la tête, un faux sourire aux lèvres. Voici ta dot, Sata. Ton héritage. Des chiffons. Elle referme la valise et la balance presque dans la boue. La pluie a repris, froide et cinglante. Sata sent ses jambes faiblir. Elle cherche du regard un soutien, une main tendue. Mais personne n'ose bouger. Elle ravale ses sanglots, se penche pour ramasser ses affaires trempées. Madame Diatta croise les bras, victorieuse. Sors de ma cour. Et ne remets jamais les pieds ici. Tu n'as plus de mari, tu n'as plus de place. Elle claque des doigts et deux jeunes cousins ouvrent le grand portail en grinçant. Sata serre la poignée de la valise. Ses pieds nus s'enfoncent dans la terre humide, ses cheveux collent à son front. Mais sous sa robe, l'enveloppe semble pulser comme un cœur vivant. Elle jette un dernier regard à la maison où elle a aimé, souffert, espéré. Et quand elle franchit le portail, la voix de Madame Diatta la transperce une dernière fois. Que le ciel t'oublie comme tu as oublié mon fils. Sata ne répond rien. Elle avance sous la pluie battante, trempée jusqu'aux os, mais une braise de courage brûle dans sa poitrine. Dans la boue de cette cour qui l'a humiliée, quelque chose est né. Un serment silencieux, elle reviendra. La pension cachée. Sata marche sous la pluie pendant des heures. Ses jambes lui brûlent, ses pieds s'enfoncent dans la boue rouge, sa valise si légère au départ lui paraît maintenant une enclume. Elle n'a nulle part où aller. Tous ceux qui l'ont connue ferment leurs portes par peur de Madame Diatta, la puissante veuve de Sédou. Mais au bout de la nuit, un petit halo de lumière perce entre deux arbres. C'est une maisonnette en banco, un portail en fer grinçant, des éclats de voix derrière la fenêtre. Sata frappe faiblement. La porte s'ouvre, laissant apparaître Fanta, une amie d'enfance au ventre rond. Les yeux de Fanta s'agrandissent. Sata? Mon Dieu? Entre vite. Elle la tire à l'intérieur, referme la porte, pose la valise près du vieux canapé. Fanta la couvre d'un pagne sec, la force à boire une tisane brûlante. Sata sent enfin un peu de chaleur, mais ses mains tremblent toujours. Je savais qu'elle ferait ça. Souffle Fanta, la voix cassée. Elle m'a chassé comme une mendiante. Sanglote Sata. Elle touche sa taille, vérifie l'enveloppe. Toujours là. Dans la petite pièce, Fanta prépare un matelas au sol, avec des draps trop courts. Sata s'assoit, sort enfin l'enveloppe cachée. Elle la pose devant elle comme une relique. Ses doigts hésitent. Ouvrir ça, c'est comme accepter la mort de Sédou. Mais c'est aussi sa seule armure. Elle respire un grand coup. Déplie la lettre. L'écriture de Sédou danse devant ses yeux rougis. Masata. Je sais qu'ils te rejetteront. Qu'ils diront que tu n'étais rien. Mais pour moi, tu as été tout. Dans ces papiers, je te laisse la maison, les boutiques, et l'argent sur nos comptes.
Ne t'en sers pas pour la haine. Sers-t'en pour toi, pour vivre. Ne deviens pas comme eux. Si un jour tu dois tout reprendre, fais-le avec dignité. Pardonne-leur si tu peux. Et surtout, vis pour toi. C'est doux. Les larmes roulent sur ses joues, mais elle ne brûle plus de douleur, elle lave un peu sa honte. Fanta, assise à côté d'elle, lit par-dessus son épaule. Il t'a tout laissé, tout, Sata, murmure-t-elle, incrédule. Et je n'ai plus rien, sauf ça. Elle se taise. La pluie continue de tomber dehors, mais dans cette chambre minuscule, Sata sent pour la première fois un frémissement de force. Elle replie soigneusement les papiers, les glisse dans un petit sac plastique, comme un talisman. Puis elle pose la tête sur le matelas, ferme les yeux. Sa dernière pensée avant de sombrer. Je ne toucherai pas à cet argent, pas encore. Je vais me relever seule. Et le moment venu, je reviendrai. Et pour la première fois depuis longtemps, Sata s'endort sans avoir peur. La promesse. Le jour se lève à peine derrière les rideaux usés de la petite chambre où Sata dort à même un matelas posé à même le sol. Un coq chante au loin, comme pour lui rappeler qu'une nouvelle vie doit commencer. Elle ouvre les yeux, encore collés de larmes séchées. Ses doigts cherchent aussitôt le petit sac plastique sous son oreiller. L'enveloppe est toujours là. Fanta frappe doucement à la porte avec un bol de café brûlant. « Bois ça, ma sœur. Le courage se boit aussi. » dit-elle en souriant, même si ses yeux brillent d'inquiétude. Sata prend la tasse, la chaleur lui ranime le cœur. Elles s'assoient l'une en face de l'autre, silencieuses, pendant de longues minutes. Fanta rompt le silence. « Et maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire ?» Sata fixe un point invisible sur le mur fissuré. Ses mains serrent le bol comme un talisman. « Sédou m'a tout laissé. Mais je ne peux pas tout de suite. Mais tu pourrais vivre comme une reine. Reprendre la maison. Chasser cette femme qui t'a humilié. » S'emporte Fanta, les joues rouges. Sata lève les yeux vers elle. Son regard a changé, il est plus ferme qu'hier. « Et je serai quoi, moi? Une veuve qui vit sur les ruines d'un mort ?» Elle se lève, va vers le petit miroir fêlé posé sur une étagère. Elle se regarde, touche son reflet du bout des doigts. Son visage porte encore la fatigue et la honte de la veille, mais dans ses pupilles brille quelque chose de neuf, un éclat qu'on ne lui connaissait pas. Je vais apprendre à me tenir droite toute seule. Je veux pouvoir dire, ce que j'ai, je ne le dois qu'à moi. Fanta secoue la tête, presque peinée. Mais Sata? Tu n'as rien? Sata sourit tristement. Si. J'ai encore mes mains. Je vais coudre, laver, recoudre. Je vais attendre le bon moment. Elle sort l'enveloppe de sa cachette, la caresse comme un trésor fragile. Elle relit un passage de la lettre, à voix haute. Ne deviens pas comme eux. Pardonne-leur si tu peux. Et vis pour toi. Fanta la regarde, un peu bouleversée. Sata replie les papiers, les glisse dans une boîte en fer qu'elle ferme avec un petit cadenas rouillé. Elle cache la boîte sous le matelas. Puis elle inspire profondément. Ses yeux croisent ceux de Fanta. J'ai promis. Je vivrai. Et le jour où j'ouvrirai cette boîte, ils sauront que Sata n'est pas la faible qu'ils croyaient. Dans la cour, un voisin frappe au portail de Fanta pour lui confier une chemise déchirée. Fanta regarde Sata, un sourire aux lèvres. Ta première cliente. Sata se lève, attrape la chemise, une aiguille et un vieux fil. Ses mains tremblent encore mais, pour la première fois depuis longtemps, elles ne sont plus vides. Elle lève les yeux vers le ciel gris, dans un murmure que seul Fanta entend, elle dit. Merci, c'est doux. Je ne baisserai jamais la tête. Le temps des épreuves. 2 années passent. 2 ans à coudre, recoudre, marcher pieds nus entre les ruelles boueuses pour livrer une jupe, repriser un boubou, ajuster un foulard. Sata vit dans une chambre de 6 mètres carrés, à l'arrière-cour de la maisonnette de Fanta. Le toit fuit quand il pleut, le sol devient boueux, mais c'est là qu'elle façonne chaque point de sa dignité. Chaque soir, après avoir rendu ses aiguilles, elle sort la petite boîte en fer où dort l'enveloppe de Sédou. Elle la pose sur ses genoux, la caresse sans l'ouvrir. C'est sa force. Son secret. Elle se répète comme un psaume. Pas encore. Pas encore. Madame Diatta, de son côté, croit régner sur l'héritage de son fils disparu. Elle vend les stocks de la boutique de tissus, encaisse les loyers, mais son avidité ne connaît pas de limite. Elle prête à des proches qui ne remboursent jamais. Elle organise des fêtes somptueuses pour entretenir son statut de « grande dame » du quartier. Un matin, un jeune cousin de Sédou, Bala, que Sata n'a pas vu depuis la mort de son mari, surgit chez Fanta. Il frappe doucement à la porte de la cour, honteux. Sata sort, ses doigts encore couverts de fils colorés. Bala se racle la gorge, l'air gêné. Sata. Elle devine tout de suite. Bala. Qu'est-ce qui t'amène? Il ne supporte pas son regard droit. Il baisse la tête. Ma tante? Madame Diatta. Elle a tout vendu, Sata. Même le dernier terrain qu'on gardait pour la famille.
Et maintenant elle nous traite comme des chiens. Sata l'écoute, silencieuse. Elle sent la colère brûler dans son ventre, mais elle la garde bien cachée. Elle lui tend un petit sac de riz qu'elle avait acheté pour la semaine. Kia. Pour ta mère. Bala la regarde, les yeux pleins de larmes. Pardon. Pour tout. Pour la dernière fois dans la cour. Sata le coupe, sans cruauté. Bala. Ce jour-là, personne n'a parlé. Personne. Je n'oublie pas. Mais je pardonne. Va. Bala s'en va, le sac serré contre sa poitrine. Fanta, qui a tout entendu, sort de derrière le rideau. Tu donnes même à ceux qui t'ont humilié? Tu es trop bonne. Sata hausse les épaules. Il me nourrit sans le savoir. Il sème ma récolte. Un soir, Sata rentre après avoir livré un paquet de pagnes au marché. Elle s'arrête devant une vitrine. Elle aperçoit Madame Diatta de l'autre côté de la rue, accrochée au bras d'un notaire. La vieille femme parle fort, rit trop fort, mais derrière ce masque, Sata voit la panique. Madame Diatta n'a pas vu qu'au fond d'une ruelle, dans l'ombre, celle qu'elle a chassée veille. Sata rentre chez elle, ses sandales pleines de poussière. Elle ouvre sa boîte en fer, caresse le nom de Sédou. Dans la pénombre, elle murmure comme une prière. Le temps viendra. Et je ne tremblerai plus. La trahison des proches. Le soleil cogne fort ce matin-là, mais dans la cour de la petite maison de Fanta, c'est une autre chaleur qui pèse, celle de la honte. Sata, accroupie sous l'auvent, trie de vieux tissus qu'on lui a donnés pour recoudre des vêtements. Ses mains sont rugueuses, mais précises. Fanta lui tend un verre d'eau fraîche. Bois avant qu'il n'arrive. Sata fronce les sourcils. Qui? Fanta regarde vers le portail. Eux. Ils viennent, encore. Ils. Ce sont ces visages familiers, Bala, revenu, accompagné cette fois de Kadiatou, une tante autrefois si méprisante, et deux autres cousins. Ils entrent dans la cour comme des chats honteux, la tête baissée. Bala est le premier à prendre la parole. Sata, tu sais pourquoi on est là? Sata se redresse, s'essuie les mains sur un vieux pagne. Elle attend, sans dire un mot. Kadiatou baisse les yeux. Sa voix tremble, chose rare chez cette femme qui l'avait traitée de « vaurienne » le jour où Madame Diatta l'a jetée dehors. Ta belle-mère, Madame Diatta, elle. Bala la coupe. Elle nous a ruinés. Elle crie sur tout le monde. Elle vend même les bijoux de famille. Hier, elle a frappé ma mère. On n'en peut plus, Sata. Sata fixe Bala droit dans les yeux. Un silence tombe, pesant. Elle se souvient de ce jour, 2 ans plus tôt, sous la pluie, quand ces mêmes bouches l'avaient insultée, riant derrière Madame Diatta. Fanta, furieuse, explose à leur place. Quand elle dormait par terre, affamée, qui est venu? Hein? Qui lui a donné un bol de riz? Bala baisse la tête. On avait peur de la tante? Sata lève la main pour faire taire Fanta. Elle inspire, profondément. Sa voix est douce, mais chaque mot claque comme un fouet. Moi, j'ai peur de personne. Vous avez peur, vous rampez vers la première main qui vous nourrit. Et quand elle ne peut plus, vous courez vers l'autre. Kadiatou laisse échapper un sanglot. Elle tombe à genoux devant Sata. Pardon, ma fille. Pardon. Sata ne la touche pas. Elle reste droite comme une statue. Elle sent l'enveloppe dans sa poche intérieure, contre son cœur. Sédou avait raison. Un jour viendrait où les masques tomberaient. Bala, lui, ose la regarder droit dans les yeux. Sata, tu peux nous sauver. C'est toi la maîtresse de tout ça. On le sait, maintenant. Tout est à toi. Un silence. Fanta les fusille du regard, mais Sata reste étrangement calme. Elle prend la main de Kadiatou, la relève. Je ne suis pas leur vengeance. Et je ne suis pas votre planche de salut. Elle se détourne, replonge dans ses tissus, ses aiguilles. Sa voix, pourtant douce, sonne comme un verdict. Dites à Madame Diatta que le jour où j'ouvrirai la bouche, tout changera. Mais ce jour, je le déciderai moi-même. Bala la regarde encore, fasciné, presque admiratif. Il murmure à Kadiatou. Elle est devenue plus forte que tous? Dans l'ombre de cette cour poussiéreuse, Sata, la veuve humiliée, coud déjà les premiers fils de sa revanche silencieuse. Le retour de la veuve. Le soleil est haut dans le ciel du village. La poussière danse dans la cour de la grande maison familiale, la même où 2 ans plus tôt, Sata avait été jetée dehors comme une mendiante. Aujourd'hui, les voisins sont là, tassés contre le muret, chuchotant. On parle de rumeurs, un papier officiel, un juge, une convocation. Et surtout, elle serait revenue. Dans le grand salon, Madame Diatta trône sur un fauteuil en bois sculpté. Son foulard, jadis éclatant, est désormais défraîchi. Ses traits sont tirés par l'inquiétude, mais son dos reste droit, comme si l'orgueil pouvait encore tout sauver. Autour d'elle, les oncles et tantes murmurent, mal à l'aise. Bala, lui, reste debout dans un coin, la tête baissée. Un bruit de pas sur les carreaux polis.
Toutes les têtes se tournent. Sata entre. Sa silhouette est simple, un boubou blanc, sans fioriture, un foulard clair. Mais elle dégage une assurance qui fait frissonner la pièce. Elle ne regarde personne. Ses yeux vont directement à Madame Diatta. Le juge, assis à une table, s'éclaircit la voix. Bien. Nous allons commencer. Madame Sata, vous confirmez que vous êtes l'épouse légitime de Feu Sédou Diatta? Sata hoche la tête sans trembler. Sa voix est posée, sans colère. Oui. Le juge ouvre un dossier, sort l'enveloppe jaunie. Madame Diatta se penche, les yeux plissés. Quelle enveloppe? Qu'est-ce que c'est? Le juge lit à haute voix. Testament de Sédou Diatta. Signé, daté, enregistré. Tous ses biens, terres, boutiques et avoirs bancaires sont légués à son épouse, Sata, et à elle seule. Un souffle glacé parcourt le salon. On entend le froissement des boubous quand des oncles se redressent, gênés. Madame Diatta frappe la table de la paume. Mensonge. Mon fils n'aurait jamais osé. Sata avance d'un pas. Pour la première fois, elle domine la pièce. Son regard croise celui de Bala, puis revient à Madame Diatta. C'est sa signature. Pas la mienne. Ce n'est pas un mensonge. C'est sa volonté. Un murmure grandit dans la foule massée dehors. Les vieilles voisines hochent la tête, murmurent déjà. Dieu est juste. Madame Diatta, blême, regarde autour d'elle. Mais personne n'ose la soutenir. Les neveux détournent le regard, les tantes se taisent. Le juge referme le dossier, claque son stylo. Madame Diatta, tout ce que vous occupez illégalement doit être restitué dans les plus brefs délais. La loi est claire. Un silence. Puis Madame Diatta se lève, tremblante, les mains agitées comme des cervides. Sata, tu ne peux pas me faire ça. Je suis ta mère maintenant. Un rictus triste traverse le visage de Sata. Elle secoue la tête. Une mère ne jette pas sa fille sous la pluie. Une mère ne vole pas ce qui ne lui appartient pas. Elle ne crie pas. Sa voix est douce, mais chaque mot cloue Madame Diatta sur place. Bala s'avance vers Sata, tête basse. Pardon, pour ce qu'on t'a fait? Sata le regarde. Un instant, son visage s'adoucit. Ce qui est fait est fait. Maintenant, laissez-moi faire ce qui doit être fait. Elle tourne les talons, sort du salon. Dehors, la foule s'écarte. Elle marche lentement, mais chaque pas résonne comme un coup de tonnerre, Sata est revenue. Et cette fois, c'est elle qui tient la clé de la maison. La chute de Madame Diatta. Le soir tombe sur la grande maison familiale, désormais silencieuse comme un tombeau. Les rumeurs se sont répandues plus vite qu'un feu de brousse, Sata détient tout. Les voisins guettent derrière les murs, murmurant entre deux claquements de volets, la veuve qu'ils ont jetée dehors est devenue la reine de la cour. À l'intérieur, Madame Diatta est assise seule dans le grand salon, plongée dans l'obscurité. Ses mains tremblent sur ses genoux. Elle revoit les huissiers venus l'après-midi même, des hommes en chemise blanche qui ont posé des scellés sur les armoires, dressé un inventaire impitoyable, chaque meuble, chaque morceau de tissu, chaque brique désormais au nom de Sata. Bala entre timidement, tenant une lampe tempête. Ma tante, tu devrais manger quelque chose. Madame Diatta lève les yeux vers lui, les pupilles creuses. Manger? Avec quoi? Qui va encore me donner du riz maintenant? Elle le fixe, presque folle de rage et de désespoir. Tout est parti. Mes bijoux, mes terres, même le magasin de ton oncle. J'ai tout donné, pour que ces vautours restent à mes côtés. Et maintenant ils sont tous partis. Elle se lève d'un bond, pousse la lampe qui manque de tomber. Dans un coin, une grande armoire est ouverte, vide. Madame Diatta frappe le bois du poing, comme si elle pouvait faire réapparaître ce qu'elle a gaspillé. Puis elle s'effondre, ses sanglots résonnent dans la pièce vide. Au même moment, Sata est assise dans la cour, à l'ombre du grand manguier. Des papiers devant elle, contrat, titre de propriété, registre bancaire. Fanta, toujours près d'elle, la regarde, impressionnée. Tu vas la mettre dehors? Tu aurais le droit. Après tout ce qu'elle t'a fait? Sata relève la tête, son regard se perd vers la maison. Ses yeux sont clairs, mais aucun triomphe ne brille dedans. Seulement une immense fatigue, et une pointe de compassion. Si je fais comme elle, je deviens elle. Elle signe un papier, le tend à Bala, qui est venu se tenir, tête baissée, à l'entrée de la cour. Prends ça. Ce petit appartement en ville, c'était assez doux. Je lui laisse ça. Avec un peu de quoi vivre. Bala la regarde, les larmes aux yeux. Sata, tu es trop bonne. Elle sourit faiblement. Non. Je suis libre. C'est ça, ma force. Plus tard dans la nuit, Sata entre dans le salon. Madame Diatta est recroquevillée sur une natte, comme une vieille bête blessée. Elle lève les yeux, marmonne d'une voix cassée. Tu es venu pour me chasser? Vas-y. Tue-moi tout de suite. Sata s'agenouille devant elle. Elle pose doucement la main sur son épaule, sans rancune.
Je ne te chasserai pas, Madame Diata. Mais tu ne vivras plus comme une reine sur le dos des autres. Madame Diata la repousse faiblement. Pourquoi tu me laisses en vie? Sata soupire, son regard se voile. Parce qu'un homme que nous avons toutes les deux aimé m'a appris une chose. Pardonner, c'est me libérer de toi. Elle se relève, la laisse là, recroquevillée dans ses regrets. En sortant du salon, Sata respire l'air tiède du soir. Dans le ciel, une étoile brille faiblement. Elle la fixe, un sourire fatigué sur les lèvres. C'est doux, j'ai tenu ma promesse. L'héritage du cœur. Le temps a passé. Dans la grande maison familiale autrefois glaciale, on entend désormais des rires d'enfants, le claquement de seaux qu'on remplit à la fontaine, le bruissement de pagne qu'on étend au soleil. Sata se tient dans la cour, sous le grand manguier qui lui avait servi d'abri, autrefois, quand elle rentrait la tête baissée. Aujourd'hui, elle tient un cahier d'écolier contre sa poitrine. Autour d'elle, des jeunes femmes balaient la cour, rangent des piles de vêtements, distribuent des repas. Ce n'est plus une simple maison, c'est devenu un foyer. Le foyer Sédou. Au mur, une grande photo de Sédou, encadrée de bois brut, domine la pièce principale. Sous la photo, une plaque gravée porte ces mots. Pardonne-leur, vis pour toi. Madame Diata vit désormais dans un petit appartement qu'elle partage avec Bala et sa famille. Chaque mois, Sata leur envoie de quoi vivre décemment, jamais plus que nécessaire, jamais moins qu'humain. Ce matin-là, Bala est venu, un petit sac de riz à la main, comme pour lui rendre la générosité qu'elle leur avait offerte. Mais Sata secoue la tête, un sourire tranquille au coin des lèvres. Garde-le pour tes enfants. Le temps de l'humiliation est fini. Le reste, c'est entre toi et ta conscience. Dans la cour, une jeune fille s'approche d'elle. Elle n'a pas plus de 15 ans, une enfant abandonnée par sa belle famille, comme Sata jadis. Elle tient timidement un cahier, les yeux baissés. Maman Sata, on peut apprendre à lire, nous aussi? Sata s'accroupit à sa hauteur, pose la main sur sa joue. Oui. Ici, on apprend à lire, à coudre, à marcher la tête haute. Plus personne ne vous jettera dehors. Elle se relève, observe la grande maison où les murs portent encore les ombres du passé, mais maintenant parfumés de savon, de bouillie chaude et de rires d'enfants. Un vent léger fait danser les feuilles du manguier. Sata ferme les yeux. Elle entend presque la voix de Sédou, posée sur son épaule. Je suis fier de toi. Le soir venu, Sata s'assoit seule sous l'arbre. Elle sort la vieille enveloppe, jaunie par le temps. Elle la relit une dernière fois, puis la glisse dans une petite boîte en bois qu'elle enterre au pied du manguier. Elle souffle, comme une prière. Repose maintenant, Sédou. Tout est à sa place. Dans le ciel, une étoile brille, plus claire qu'aucune autre. Sata sourit. Elle n'est plus la veuve rejetée. Elle est la gardienne de l'héritage du cœur. Et au milieu des rires et des vies qu'elle protège, elle sait qu'elle a enfin tenu sa promesse, pardonner et vivre pour elle. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir. Abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus. Mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.